Je m'appelle Elia Bennett, j'ai 26 ans. Si vous me demandiez ma vie, je dirais qu'elle ressemble à un long morceau de jazz, plein de notes aiguës inattendues, de pauses mélancoliques et de mélodies que seul moi comprends vraiment. Je vis à Buffalo, New York, une ville froide où les blizzards peuvent tout engloutir. Mais c'est aussi là que j'ai grandi, où chaque souvenir persiste comme des flocons de neige collés à la vitre. Je vis seul dans un petit appartement simple en banlieue, pas trop loin du centre-ville. Assez proche pour entendre le vent hurler dans les rues vides la nuit. C'est là que je compose, que mes notes peuvent s'envoler librement, sans jugement. Du moins pour l'instant. Je suis l'enfant du milieu dans une famille américaine de classe moyenne typique. Nous sommes 3 frères et sœurs, ma sœur aînée Nathalie, qui a 4 ans de plus que moi. Puis moi, et mon jeune frère Connor, qui a 2 ans de moins. Ma famille n'est pas riche, mais nous n'avons jamais manqué de rien non plus. Mon père, Mark Bennett, est directeur dans une entreprise locale de fabrication automobile, toujours occupé par les chiffres et les plannings. Il vit avec ma mère, Janet, dans une confortable maison à 2 étages, au cœur de Buffalo, là où nous avons tous grandi. Ma mère est professeure de mathématiques au lycée et elle a toujours cru que la vie devait être calculée avec la même précision que les équations. Ce sont des gens pragmatiques, qui mettent toujours l'accent sur les plans stables et les avenirs sûrs. Ma sœur Nathalie vit à New York, à quelques heures de route d'ici. C'est une avocate travaillant pour un grand cabinet à Manhattan, constamment occupée par des procès et des costumes coûteux. Elle est réussie de la manière que les gens admirent, un salaire élevé, un appartement luxueux et une vie dont tout le monde rêve. Mon frère Connor travaille à Albany comme ingénieur en technologie pour une entreprise de logiciels. Il est brillant, parlant toujours de code et d'algorithmes comme s'ils étaient ses meilleurs amis. Ma sœur comme mon frère ont des carrières stables, le genre dont mes parents se vantent fièrement auprès des voisins. Mais je suis différent. Depuis que je suis enfant, je suis passionnément amoureux de la musique, comme si c'était l'air que je respire. Pas le genre de chant décontracté, mais la composition. Des mélodies qui s'insinuent dans mon esprit au cœur de la nuit. Des paroles qui parlent de tristesse, de joie, ou d'histoires que je n'ai jamais vécues. Je me souviens parfaitement de la première fois où j'ai pris la vieille guitare de mon grand-père à 8 ans. C'était un après-midi d'été à Buffalo, la lumière dorée du soleil traversant la fenêtre de mes grands-parents. Mon grand-père, Raymond Bennett, est celui qui a allumé cette étincelle en moi. Il était saxophoniste dans des clubs de jazz légendaires à Manhattan quand il était jeune, avant de déménager à Buffalo pour fonder une famille. Il n'était pas une grande star, juste un musicien amateur, mais il aimait tellement la musique qu'il pouvait jouer du saxophone toute la nuit sans se fatiguer. Ses récits sur ses performances à Greenwich Village, où la fumée de cigarettes se mêlait au son soulful du saxophone, me captivaient toujours. La musique, ce n'est pas un métier, Ellie, disait-il affectueusement, en utilisant mon surnom. C'est l'âme. Si tu la laisses te guider, tu t'envoleras plus loin que quiconque. Mes grands-parents vivent dans une petite maison dans la campagne environnante de Buffalo, non loin de chez mes parents. C'est un endroit paisible avec un grand jardin et de vieux pommiers. Ma grand-mère, Barbara, est une femme douce, toujours occupée à cuisiner ou à s'occuper de son jardin. Ils forment un couple parfait. Quand mon grand-père jouait de la musique, ma grand-mère s'asseyait et écoutait avec un sourire. Elle est l'une des rares à avoir soutenu ma poursuite de la musique, bien qu'elle ne disait pas grand-chose comme mon grand-père. Elle me disait souvent, « Suis ce que ton cœur te dit, mon cher petit-fils. » Ils étaient la seule lumière dans mes jours les plus sombres. Quant au reste de ma famille, eh bien, ils me voient comme un rêveur peu pratique, une tache sur leur tableau parfait. Même quand j'étais enfant, je sentais ce parti pris. Nathalie était toujours félicitée pour ses excellentes notes et ses prix scolaires. Connor a reçu des formations anticipées en codage de mes parents. Et moi. Chaque fois que je passais des heures au vieux piano du salon, mon père secouait la tête et disait, « Ellie, tu devrais te concentrer sur tes études. La musique n'est qu'un passe-temps, pas un avenir. » Ma mère était encore pire. Elle me comparait à Nathalie et Connor. « Regarde ta sœur. Elle est déjà avocate. Connor s'apprête à obtenir son diplôme d'ingénieur. Et toi, assis là à gratter cette guitare pour toujours. Comment vas-tu te nourrir ?» Ces mots me blessaient comme des couteaux, mais je ne contre-argumentais pas. Je restais silencieux, avalant mes larmes. Laissez-moi vous parler d'une soirée typique chez nous pour vous donner une image plus claire de cet éloignement. J'avais environ 17 ans,
et c'était un dîner familial d'hiver, la neige tombait abondamment dehors. Nous étions assis autour de la table, mangeant le rôti et la purée de pommes de terre de maman. Nathalie venait de rentrer de l'université, se vantant d'avoir décroché un stage dans un cabinet d'avocat à New York. Mon père lui tapotait l'épaule, rayonnant de fierté. C'est ma fille. Ça, c'est un avenir sûr. Connor parlait d'un projet de robotique sur lequel il travaillait à l'école. Et maman souriait de toutes ses dents. Mon garçon est si intelligent. Il est destiné à réussir. Puis ce fut mon tour. Excité, j'ai partagé que je venais de composer un nouveau morceau inspiré par les histoires de jazz de papy. J'ai même chanté quelques vers, ma voix tremblant de nervosité. Mais la réaction. Mon père fronça les sourcils. Ellie, tu y es encore. La musique n'est pas une carrière. Je ne veux pas que mon fils erre comme un hippie. Maman soupira. D'où, je suis inquiète pour toi. Ta sœur et ton frère ont des voix claires, mais tu continues à rêver. Pense s'il te plaît à ton avenir. Nathalie gloussa. Je te suggérerais d'apprendre un vrai métier, quelque chose de sûr. Connor resta silencieux un moment, puis dit doucement, Ellie, je pense que tu devrais reconsidérer. Maman et papa ont raison. Je me suis assis là, me sentant comme un étranger dans ma propre famille. Mon cœur battait de colère et de tristesse, mais j'ai simplement fini mon repas en silence et demandé à être excusé. Des moments comme celui-là se répétaient, et je devenais plus retiré. Je me sentais déplacé, comme une note discordante dans leur symphonie parfaite. Je ne porte pas de rancœur à ma sœur ou à mon frère. Je les aime sincèrement. Mais cette rudesse me faisait me demander si j'étais même leur vrai fils. Seuls mes grands-parents comprenaient. Après de tels dîners, je traversais le froid glacial à vélo jusqu'à chez eux. Papy ouvrait la porte, me serrait dans ses bras et disait, « Entre, gamin. J'ai le saxophone prêt. » Nous nous asseyions dans leur salon douillet, le feu crépitant. Ils jouaient du saxophone. Je grattais la guitare. Et nos mélodies se mêlaient comme une étreinte chaleureuse. Mamie apportait du thé chaud et des biscuits, écoutant avec son doux sourire. « Tu as du talent, Ellie, disait papy, les yeux pétillants. Ne laisse personne éteindre ta lumière. J'ai raté quelques opportunités à Manhattan parce que j'avais peur des risques. Mais toi, tu es différent. Tu es plus fort que je ne l'ai jamais été. » Ces mots étaient comme un médicament, m'aidant à traverser la solitude. Au fil du temps, cet éloignement s'est transformé en détermination. J'ai commencé à passer plus de temps avec papy, à apprendre de lui. Il me parlait de ses années à Manhattan, jouant dans des bars comme le Village Vanguard, où se produisaient des grands comme Miles Davis. La musique est une aventure, Ellie, disait-il. Elle peut t'emmener là où tu n'aurais jamais imaginé. Je prenais des notes sur tout. Composant mes premières chansons sur la neige qui tombait à Buffalo, sur la solitude. Sur les rêves. Mamie me cousait un sac pour mes instruments et priait toujours pour moi. Ils étaient mon seul soutien, me faisant me sentir moins seul. Quand j'ai eu 18 ans, tout a changé. C'était l'été après la remise du lycée, quand la neige a fondu et que Buffalo est devenue un peu plus verte. J'étais assis dans ma chambre, regardant la pile de dossiers d'admission à l'université. Mes parents avaient préparé des écoles techniques, des programmes d'affaires, des endroits sûrs, comme ils disaient. Mon cœur battait à l'idée de m'asseoir dans une salle de conférence à étudier des sujets qui ne m'intéressaient pas, alors que mon esprit était rempli de mélodies. Je me souviens clairement de cette nuit où je suis resté éveillé tard avec ma guitare à côté de mon lit. J'ai joué une mélodie triste sur un garçon pris entre ses rêves et la réalité. Le lendemain matin, j'ai pris ma décision. Je n'irai pas à l'université. Je poursuivrai la musique, même si cela signifiait quitter la maison, vivre seul et faire face à une tempête de ma famille. J'ai dit à mes parents au petit déjeuner dominical, lorsque toute la famille était réunie autour de la table avec du pain grillé et du café. Nathalie venait de New York et Connor était assis à côté, envoyant des messages sur son téléphone. J'ai pris une profonde inspiration, ma voix tremblante. Maman, papa, je ne veux pas aller à l'université. Je veux poursuivre la musique. Je trouverai un travail et je composerai. Le silence a envahi la pièce, rompu seulement par le bruit de maman remuant son café. Puis mon père a explosé. Quoi? Tu es fou, Ellie?
Je te l'ai dit 1 million de fois, la musique n'est pas une carrière. Tu vas vivre de quoi? En jouant dans la rue. Son visage était rouge et il a claqué sa main sur la table, faisant trembler les verres d'eau. Maman a secoué la tête, les yeux embués. Ellie, mon chéri, la musique n'est qu'un jeu. Ça ne rapporte pas de quoi vivre. Regarde ta sœur et ton frère. Ils ont un avenir clair. Tu nous brises le cœur avec ça. Nathalie est intervenue, son ton condescendant. Petit frère, je te dis ça pour ton bien. J'ai vu tellement de gens courir après l'art et échouer. Tu devrais étudier le droit ou l'ingénierie. C'est plus sûr. Connor est resté silencieux un moment, puis a dit doucement, Ellie, je pense que tu devrais reconsidérer. Maman et papa ont raison. Je me suis assis là, sentant mon cœur se serrer. Leurs critiques me transperçaient comme des couteaux acérés. J'ai essayé d'expliquer. Je suis vraiment passionné par ça. Papy a dit, la musique, c'est l'âme. Je ne veux pas vivre sans la poursuivre. Mais ils n'ont pas écouté. Mon père s'est levé, pointant mon visage. Ton grand-père n'était qu'un musicien amateur qui jouait dans des bars. Tu veux suivre ses traces? Je ne le permettrai pas. Si tu abandonnes, tu dégages de ma maison. Maman a pleuré. Nathalie a secoué la tête et Connor a baissé les yeux vers la table. Je me suis enfui dehors, les larmes coulant sur mes joues, et j'ai filé à vélo chez mes grands-parents. Papy a ouvert la porte, a vu mon visage pâle et m'a serré fort dans ses bras. Qu'est-ce qui ne va pas, gamin? Je lui ai tout raconté, la voix étranglée. Il a écouté, puis a souri. Ellie, tu as fait le bon choix. La musique n'est pas un chemin facile, mais si tu restes déterminé, je crois que tu réussiras. Je te soutiens. Mamie a apporté du thé chaud et m'a caressé les cheveux. Je prie pour toi. N'aie pas peur, mon garçon. Ils étaient ma seule ancre, comme un feu chaleureux dans un blizzard. Ce soir-là, nous nous sommes assis dans leur salon. Papy avec son saxophone, moi avec ma guitare. Nous avons joué un vieux morceau de jazz, le son soulful du saxophone se mêlant aux cordes vibrantes. Ce moment était étrangement chaud, effaçant toute la douleur. Papy m'a glissé de vieux livres de musique de Manhattan et a partagé sa sagesse. Compose avec le cœur, Ellie. Ne crains pas l'échec. J'ai joué dans des bars où personne n'écoutait, mais j'ai continué à jouer. J'ai déménagé la semaine suivante, louant un petit appartement en banlieue de Buffalo. Avec les quelques économies que j'avais, j'ai commencé à chercher du travail. Le jour, je servais des tables dans un fast-food. Mes mains et mes pieds endoloris, l'odeur de graisse collée à mes vêtements. La nuit, je composais, griffonnant des mélodies sur des bouts de papier. Mais le conflit familial n'a pas cessé. Ils appelaient constamment, leurs critiques étaient incessantes. Maman appelait tous les soirs. Ellie, comment tu vis? Tu manges correctement? Pourquoi tu ne reviens pas et tu ne vas pas à l'université? La musique n'est qu'un jeu. Sa voix était pleine d'inquiétude, mais mêlée de déception. Papa était plus dur. Tu te crois spécial? Regarde Nathalie. Elle a son diplôme de droit. Connor a une bourse. Et toi, un serveur? J'ai honte de faire face aux voisins. Nathalie envoyait des messages. Je t'envoie de l'argent, mais tu devrais reconsidérer. Ne rends pas maman et papa tristes. Connor était plus silencieux, mais quand il appelait, il comparait. Je viens de finir un gros projet de codage. Toi tu vas bien? Pourquoi tu n'essaies pas d'apprendre à coder? Chaque appel ressemblait à une bataille, me laissant stressé, le cœur battant à chaque fois que le téléphone sonnait. J'ai essayé de rester calme, mais la nuit, allongé dans mon lit, je me posais des questions. Avais-je fait le mauvais choix? La musique n'est-elle vraiment qu'un rêve? Les 2 premières années de vie autonome furent un enfer. J'ai traversé d'innombrables difficultés. Loyer en retard, manger des nouilles instantanées tous les jours, composer des chansons que personne n'entendait. Une fois, j'ai soumis une pièce à un concours local, mais elle a été rejetée au premier tour. J'ai pleuré seul dans mon appartement sombre, pensant à abandonner. Pourquoi avais-je choisi ce chemin difficile? Pourquoi pas être comme tout le monde? Aller à l'université, obtenir un diplôme, trouver un bon emploi,
vivre stablement, rendre mes parents fiers. Ce doute de soi était comme une ombre qui me tenait éveillé, mes mains tremblant quand je tenais ma guitare. Chaque fois que j'étais sur le point d'abandonner, mes grands-parents me relevaient. Ces soirées où nous jouions du piano ensemble étaient des moments sacrés. Papy m'envoyait des messages d'encouragement. Ne laisse pas ta famille te décourager. Ils t'aiment, mais ils ont peur. Tu dois leur prouver qu'ils ont tort. Mamie envoyait de la nourriture et me glissait même de l'argent. C'était la motivation dont j'avais besoin pour continuer sur ce chemin épineux de la musique. Lentement, j'ai commencé à faire de petits progrès. J'ai écrit quelques meilleures chansons, j'ai joué dans des bars locaux et j'ai gagné un peu d'argent supplémentaire. Mais la tension avec mes parents est restée aussi tendue qu'une corde de guitare sur le point de casser. 2 ans de vie indépendante se sont écoulés dans l'anxiété et le drame. Chaque jour était une lutte, un travail épuisant, une composition solitaire, et l'endurance des critiques familiales. Mais progressivement, j'ai commencé à m'habituer à ce rythme de vie. Puis un jour, un événement majeur a bouleversé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais pu prévoir. C'était un matin d'hiver, une neige épaisse enveloppait Buffalo comme une couverture glaciale. Je nettoyais des tables au restaurant, la sueur perlait sur mon front malgré le froid mordant, quand mon téléphone a vibré. C'était mamie, la voix tremblante. Ellie, viens à l'hôpital tout de suite. Papy, il a eu une crise cardiaque. Mon cœur a semblé s'arrêter. J'ai jeté mon tablier et j'ai couru dehors sans demander de congé. Dans le bus pour l'hôpital, j'ai prié, les larmes coulant sur mon visage. Papy, tu dois aller bien. J'ai besoin de toi. Quand je suis arrivé, mamie était assise dans le couloir, le visage pâle, les yeux rouges. Mes parents étaient à côté d'elle, leurs expressions hébétées signalant de mauvaises nouvelles. Le médecin est sorti de la salle d'urgence, secouant la tête. Nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais il n'a pas survécu. Je suis resté là, mes pieds figés au sol, incapable de croire ce que j'entendais. Papy, mon professeur, mon ami, mon inspiration était parti pour toujours. Les funérailles ont eu lieu quelques jours plus tard dans une petite église de Buffalo. L'air était froid, et pas seulement à cause du temps. Mes parents étaient silencieux pendant la cérémonie, leur visage sévère. Nathalie est venue de New York, vêtue d'une robe noire, m'a donné une brève étreinte, puis s'est assise tranquillement. Connor se tenait à proximité, la tête baissée, ne disant rien. Seule mamie et moi avons pleuré. Elle tenait ma main, tremblante, comme si perdre papy signifiait perdre une partie de son âme. Je l'ai serré, sentant sa fragilité, et je me suis demandé comment j'allais continuer sans lui. Ma famille ne comprenait pas. Après les funérailles, maman m'a pris à part, sa voix lourde de chagrin. Ellie, tu vois maintenant? Ton grand-père a passé sa vie avec la musique, mais qu'est-ce que ça lui a apporté? Pas de gloire, pas d'argent. Tu devrais reconsidérer ton chemin. Ces mots me transperçaient comme des couteaux, mais je n'ai pas répondu. Je voulais juste m'enfuir quelque part où je pourrais pleurer seul. Dans les jours qui ont suivi, j'étais comme une âme perdue. Je n'allais pas travailler, je ne composais pas, je restais assis dans mon appartement sombre à regarder la poussière s'accumuler sur ma guitare. Chaque nuit, je rêvais de papy, entendant le son soulful de son saxophone, voyant son sourire. Continue, Ellie. Mais je ne pouvais pas. Je me sentais vide, comme si la musique m'avait abandonné, moi aussi. Un soir, je suis allé chez mamie, apportant le vieux saxophone de papy. Elle était assise dans son fauteuil, le regard lointain. Il me manque, Ellie, dit-elle, la voix frêle. Mais il voudrait que tu continues. Il croyait en toi. Je l'ai serré, les larmes coulant. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai regardé les chansons que j'avais écrites. L'une d'elles, composée quand papy était encore vivant, était inspirée par les soirées jazz à Manhattan dont il m'avait parlé. Je l'ai révisée, j'ai ajouté des paroles, et je l'ai nommée « Saxophone dans la neige », une chanson sur la perte, l'amour et les rêves qui ne meurent jamais. J'ai posté la chanson sur mes réseaux sociaux sans aucune attente. Je voulais juste honorer papy, une façon de le garder vivant en moi. Mais ensuite, quelque chose de miraculeux s'est produit. Quelques jours plus tard, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai vu des centaines de partages. Une semaine plus tard, c'était des milliers. Les commentaires affluaient. Cela m'a touché le cœur.
Cela me donne envie de pleurer. Puis des millions de diffusions se répandant partout. Je n'en croyais pas mes yeux. Je me suis assis dans mon appartement, regardant l'écran lumineux, le cœur battant. Est-ce que c'était réel? Une chanson que j'avais écrite pour honorer Papy, avec le cœur, avait touché des millions de personnes. Un matin, alors que je préparais du café, mon téléphone a sonné. C'était un chanteur indépendant de New York, la voix débordante d'enthousiasme. Elia Bennett. J'ai entendu le saxophone dans la neige. Je veux acheter les droits pour l'enregistrer. Ça te dit? J'étais stupéfait, manquant de faire tomber ma tasse. Vraiment? Vraiment? Bégayai-je. Ils ont offert une grosse somme, suffisante pour couvrir mon loyer d'1 an. J'ai accepté, toujours incapable de croire que c'était réel. Puis d'autres appels sont arrivés. Un autre chanteur voulait que j'écrive une chanson personnalisée. Un petit label de disques m'a proposé un contrat. Je me suis assis, la tête tournant. C'était l'opportunité dont Papy avait parlé. La musique t'emmènera là où tu n'aurais jamais imaginé. Mais je ne l'ai pas dit à ma famille. Je savais qu'ils ne me croiraient pas, ou pire, qu'ils diraient quelque chose pour me blesser. Je n'en ai parlé qu'à mamie. Je suis allé chez elle, apportant un bouquet de fleurs, et je lui ai tout raconté. Elle a souri, me tenant la main. Ton grand-père est si fier de toi, Ellie. Mais ensuite, j'ai remarqué qu'elle commençait à oublier des choses, m'appelant par le mauvais nom, répétant des questions qu'elle venait de poser. J'étais inquiet, mais je ne pensais pas encore que c'était un signe d'Alzheimer. À ce moment-là, je voulais juste qu'elle soit heureuse et que Papy, où qu'il soit, sache que je portais son chemin. Les 6 années suivantes ont été un voyage tranquille, comme un morceau de jazz joué dans le noir, entendu seulement par moi. La chanson, Saxophone dans la neige, a ouvert une porte à laquelle je ne m'attendais pas. Après ce premier contrat avec la chanteuse indépendante de Brooklyn, les offres ont afflué. J'ai écrit pour des artistes du monde entier, des groupes indépendants à Chicago, des chanteurs pop émergents à Los Angeles. Chaque contrat était une brique dans la fondation de ma carrière. J'ai travaillé sans relâche, servant des tables le jour pour payer le loyer, composant la nuit dans mon petit appartement sous la faible lueur d'une lampe jaune, entouré d'un clavier MIDI et de feuilles de musique griffonnées de notes. J'ai appris à négocier, à signer des contrats et à protéger mes droits. Tout cela en autodidacte, sans aucune éducation formelle ni mentor pour me guider. L'argent a commencé à affluer, puis à déborder. Une chanson que j'ai écrite pour une chanteuse de Nashville a figuré dans le Billboard Hot 100, bien qu'à un rang bas. Une autre, composée pour un film indépendant, a été nominée pour la meilleure partition originale dans un petit festival de cinéma. Je n'en croyais pas mes yeux quand mon solde bancaire est passé de quelques centaines à quelques milliers, puis des dizaines de milliers de dollars. À la fin de ma 3e année, j'ai signé un accord majeur avec un label de disques new-yorkais pour écrire un album pour un chanteur célèbre. Le premier chèque de redevance était de 500 000 $. Je me suis assis dans mon appartement, fixant le chèque, le cœur battant. Je voulais crier, appeler quelqu'un, mais ensuite j'ai réalisé qu'à part mamie, personne dans ma famille ne s'en souciait. Je ne me vantais pas. Je continuais à vivre simplement, restant dans mon vieil appartement de Buffalo, conduisant un vieux pick-up de 10 ans, mangeant des nouilles instantanées quand j'étais trop paresseux pour cuisiner. Je ne voulais pas changer. Je ne voulais pas devenir quelqu'un d'autre juste à cause de l'argent. À 26 ans, ma valeur nette avait dépassé les 25 millions de dollars grâce aux accords de redevance et aux investissements judicieux dans des fonds de musique. Mais je gardais cela secret. Pas par arrogance, mais parce que je savais que ma famille ne me croirait pas, ou pire, dirait quelque chose pour me blesser. Lors des rares occasions où je rendais visite à ma famille, ils me voyaient toujours comme un échec. Papa demandait, « Tu continues à servir des tables, Ellie? Quand vas-tu avoir un vrai travail ?» Maman soupirait, « Mon chéri, je suis tellement inquiète. Regarde Nathalie. Elle vient d'acheter un appartement à Manhattan. » Nathalie, maintenant avocate senior, envoyait des messages me demandant si j'avais besoin d'emprunter de l'argent. Je souriais simplement et la remerciais poliment. Je versais mon amour à mamie. Je lui rendais visite chaque semaine, apportant des fleurs, des pâtisseries, ou parfois un vinyle de jazz vintage que papy aimait. Nous nous asseyions dans son jardin sous les pommiers en écoutant Ella Fitzgerald ou Miles Davis. Je lui parlais de mes nouvelles chansons,
de mes contrats, de mes rêves qui se réalisaient. Elle souriait, les yeux s'illuminant. Ellie, tu rends fier ton grand-père et moi. Il écoute, tu sais. Mais ensuite, j'ai remarqué qu'elle oubliait de plus en plus. Une fois, elle m'a appelé Raymond, le nom de papy, et m'a demandé, pourquoi tu ne joues plus du saxophone? J'ai ri doucement, la corrigeant, mais mon cœur s'est serré. Une autre fois, elle a raconté la même histoire 3 fois en 1 heure, sans se rendre compte qu'elle se répétait. Je suis devenu inquiet et je l'ai emmenée chez un médecin. Ils ont diagnostiqué un Alzheimer à un stade précoce. Je me suis tenu dehors de la clinique, les mains serrées, sentant que je perdais une autre partie de mon âme. Non, mamie, je ne te laisserai pas seule, me suis-je promis. J'ai commencé à changer mes plans. Je ne voulais plus seulement écrire de la musique. Je voulais prendre soin d'elle, lui donner la meilleure vie possible. J'ai tranquillement commencé à chercher des biens immobiliers, à contacter des architectes et à planifier un endroit où elle pourrait vivre confortablement et en toute sécurité. Mais je l'ai gardé secret, même pour elle. Je voulais que ce soit une surprise, pour lui montrer que son petit-fils rêveur avait accompli quelque chose de grand. Pendant ce temps, ma carrière continuait de s'envoler, mais je restais dans l'ombre. J'écrivais sous le pseudonyme Besno, inspiré par « Saxophone dans la neige ». Mes chansons passaient à la radio, dans des films et des publicités, mais ma famille ne le savait pas. Une fois, j'ai entendu maman fredonner une de mes chansons à la radio dans la cuisine. J'ai voulu dire « Maman, c'est ma chanson ». Mais je suis resté silencieux, de peur qu'ils ne rient ou ne me croient pas. Je n'avais plus besoin de leur validation. Du moins, c'est ce que je me disais. Tout ce que je voulais, c'était prendre soin de mamie, la seule qui avait toujours cru en moi, qui était lentement dépouillée de ses souvenirs par Alzheimer. Je savais que je devais agir pour créer un endroit où elle pourrait vivre en toute sécurité et en bonheur avant que la maladie ne lui enlève son sourire. J'ai commencé à planifier discrètement le plus grand projet de ma vie. Avec plus de 25 millions de dollars sur mon compte grâce aux accords de redevance, j'ai décidé d'acheter un manoir en banlieue de Buffalo, un endroit avec de l'air pur et de la tranquillité. Loin du bruit de la ville, j'ai trouvé une maison de 3 étages construite dans les années 1920 avec un jardin tentaculaire, des pommiers rappelant la maison de mamie, et un petit étang scintillait sous le soleil. La maison était ancienne, mais j'en voyais le potentiel. Un endroit où mamie pourrait vivre confortablement, être bien soignée, et où je pourrais rester à proximité pour la protéger. J'ai embauché une équipe de première classe d'architectes de New York, leur demandant de rénover la maison en un espace confortable et sûr pour une personne âgée. Je voulais que tout soit parfait. La chambre de mamie devait avoir de grandes fenêtres donnant sur le jardin, un ascenseur pour qu'elle n'ait pas besoin de monter les escaliers, une salle de bain avec des barres d'appui antidérapantes, et une salle de musique avec un système sonore ultramoderne pour qu'elle puisse écouter le jazz de papy quand elle le voudrait. J'imaginais qu'elle s'asseyait là, souriante en écoutant A Kind of Blue de Miles Davis, comme elle le faisait quand papy était vivant. Mais je ne me suis pas arrêté à la maison. Une idée audacieuse m'a traversé l'esprit, inspirée par une expérience d'il y a des années. Quand j'avais 22 ans, je me suis offert un vol en hélicoptère au-dessus de Buffalo pour mon anniversaire. Alors que l'hélicoptère survolait la rivière Niagara, passant devant des bâtiments scintillants et des champs enneigés, j'ai ressenti une vague d'inspiration. De nouvelles mélodies ont inondé mon esprit, comme si le ciel avait ouvert mon âme. J'ai écrit une chanson juste après ce vol, et elle est devenue l'un de mes plus grands succès à l'époque. Récemment, en parlant au médecin de mamie, il a mentionné que des expériences sensorielles stimulantes, comme la visualisation de paysages d'en haut, pouvaient aider à ralentir le déclin de la mémoire chez les patients atteints d'Alzheimer. L'idée m'a frappé comme un éclair. J'ai décidé d'acheter un hélicoptère, un tout nouveau Bell 407, avec de la place pour moi, mamie et une infirmière. Je voulais l'emmener voler au-dessus de Buffalo, au-dessus des champs, au-dessus de la vieille maison qu'elle partageait avec papy, pour qu'elle puisse sourire, ne serait-ce qu'un instant, tandis que les souvenirs refaisaient surface. Et au fond, j'espérais que le vol m'inspirerait, comme il l'avait fait autrefois, à écrire de nouvelles musiques portant l'esprit de papy. J'ai contacté une compagnie d'aviation à New York et j'ai acheté un élégant Bell 407 noir pour 3,4 millions de dollars. J'ai suivi un cours de base de pilotage d'hélicoptère, mais j'ai engagé un pilote professionnel pour garantir la sécurité. J'ai également réuni une équipe d'infirmières, de femmes de ménage et de gardes de sécurité pour s'occuper de mamie 24H24 et 7J7. J'ai choisi les personnes les plus dévouées.
Une infirmière en chef à la retraite qui avait travaillé avec des patients atteints d'Alzheimer. Un chef qui pouvait cuisiner les plats traditionnels préférés de mamie comme la tarte aux pommes et la soupe aux pommes de terre. Et 2 gardes de sécurité pour assurer la sécurité absolue. Je voulais qu'elle vive comme une reine, sans aucun souci. Chaque étape de la préparation a été faite en secret. Je ne voulais que personne dans la famille ne le sache. Ni mes parents, ni Nathalie, ni Connor. Je voulais que ce soit une surprise pour amener mamie dans la nouvelle maison comme cadeau, pour lui montrer que son petit-fils rêveur avait accompli quelque chose de grand. Les préparatifs ont pris 6 mois, et chaque jour m'a rempli d'une attente croissante. Je rendais visite régulièrement à mamie, lui apportant des disques vinyles ou lui parlant de nouvelles chansons. Mais mon cœur s'alourdissait en la voyant oublier de plus en plus. Une fois, elle m'a regardé, hésitant. « Ellie ? Où est-ce Raymond ? Qui es-tu » Je lui ai tenu la main, souriant. « Je suis Ellie, mamie, ton petit-fils. » Elle a hoché la tête, mais ses yeux étaient distants. Je savais que le temps pressait. J'ai travaillé sans relâche, composant pour maintenir les rentrées d'argent tout en supervisant la rénovation du manoir. La nuit, je m'asseyais dans mon appartement, examinant les plans de la maison, imaginant le jour où mamie entrerait, verrait la salle de musique avec le saxophone de papy dans le coin. J'ai écrit une nouvelle chanson, Sky for Grandma, Ciel pour mamie, inspirée par le futur vol avec elle. Sa mélodie était douce, comme des nuages flottants, mais pleine d'espoir. Je voulais qu'elle l'entende dans l'hélicoptère pendant que nous survolions Buffalo. Mais au fond, j'avais peur. Que se passerait-il si ma famille découvrait mes projets ? Que dirait-il ? Se moquerait-il encore de moi, me traiterait-il de délirant ? Je me suis rappelé la dernière fois que j'ai rendu visite à ma famille quand maman m'a regardé avec pitié. « Ellie, tu continues à servir des tables ? Pourquoi ne pas trouver un emploi stable ?» Nathalie a envoyé un long email me pressant de me reconvertir pour un poste de bureau. Je ne leur en voulais pas. Ils ne connaissaient pas ma carrière, Besno, les chansons qui passaient dans le monde entier. Mais leurs mots me piquaient toujours comme du sel sur une vieille blessure. Je me suis dit, tant que mamie est heureuse, je n'ai pas besoin qu'ils comprennent. Un soir, j'ai conduit jusqu'à la maison de mamie, apportant une écharpe en laine que j'avais achetée dans une friperie, comme celle qu'elle avait l'habitude de tricoter. Elle était assise dans son fauteuil, regardant le jardin, serrant une photo de papy. « Ellie, tu es là » dit-elle, la voix faible mais chaleureuse. Je lui ai parlé d'un cadeau surprise que je préparais, sans révéler les détails. Elle a souri. « Tu me surprends toujours, comme ton grand-père. » Je l'ai serré, sentant sa chaleur fragile, et je me suis promis, « Mamie, je te donnerai une maison, un vol, et les jours les plus heureux. » Tout était presque terminé. Le manoir était prêt, le jardin soigneusement taillé, la salle de musique entièrement équipée, et l'hélicoptère garé sur un aérodrome privé voisin. J'ai embauché une assistante nommée Lisa pour m'aider à gérer les détails et à soutenir mon travail. Je ressentais un mélange d'excitation et d'anxiété, comme me tenir devant la plus grande scène de ma vie. Il ne restait qu'une étape, amener mamie dans la nouvelle maison. J'imaginais qu'elle entrait, voyait le saxophone de papy, entendait Sky for Grandma jouer et souriait comme elle en avait l'habitude. Mais ensuite, un appel de maman a tout ébranlé. « Ellie, viens à la maison ce week-end. » Sa voix était sérieuse. « Nous devons avoir une réunion de famille pour parler de mamie. » Mon cœur a battu fort, une mauvaise impression commençait à s'installer. Je savais que cette réunion ne serait pas simple. Que voulait-il ? Me critiquer encore, ou pire, décider de l'avenir de mamie sans mon avis. J'ai serré le volant, pensant au manoir, à l'hélicoptère, au rêve que j'avais construit pour elle. Non, me suis-je dit. Cette fois, je ne resterai pas silencieux. Ce week-end-là, j'ai conduit mon vieux pick-up jusqu'à la maison de mes parents au centre-ville de Buffalo. C'était octobre, et un vent froid portait l'odeur des feuilles sèches et le froid vif de l'automne. Je portais une veste en jean usé, un jean délavé et des baskets poussiéreuses. Le genre de look que ma famille a toujours appelé pauvre comme Job. J'ai gardé mon apparence simple, non pas pour cacher quoi que ce soit, mais parce que c'est mon style, et je n'avais pas besoin de leur prouver quoi que ce soit. Le manoir, l'hélicoptère et ma carrière étaient des secrets que je réservais à mamie, pas pour les étaler à des gens qui n'ont jamais cru en moi. Je suis entré dans la maison,
accueillis par l'odeur de viande rôtie et de purée de pommes de terre qui flottait de la cuisine, comme lors de chaque rassemblement familial précédent. Maman mettait la table. Papa était dans son fauteuil en train de lire le journal. Nathalie venait d'arriver de New York, vêtue d'un tailleur pantalon élégant, et Connor faisait défiler son téléphone, des écouteurs pendants. Mamie était assise tranquillement dans le coin du salon dans son vieux fauteuil, serrant la photo encadrée de papy. Ses yeux étaient brouillés, fixant le lointain comme si elle était perdue dans ses souvenirs. Je me suis approché, je me suis agenouillé, et j'ai pris sa main. Mamie, c'est moi. Elle a souri faiblement, murmurant, Ellie, où est-ce Raymond? Mon cœur s'est serré, mais j'ai juste caressé sa main. C'est Ellie, mamie. Je vais prendre soin de toi. Personne dans la pièce n'a remarqué ce moment. Ils étaient trop occupés par eux-mêmes, comme toujours. Le dîner a commencé maladroitement. Maman m'a posé une assiette de nourriture devant moi, la voix teintée d'inquiétude. Ellie, tu as maigri. Comment va le travail? Tu continues à servir des tables? J'ai hoché la tête, ne voulant pas me disputer. Ça va, maman. Papa a reniflé, pliant son journal. Bien. Tu as 26 ans, Ellie. Regarde ta sœur et ton frère. Nathalie vient d'être promue. Connor est sur le point de diriger une équipe dans son entreprise. Et toi, tu continues à rêver avec cette guitare? Nathalie est intervenue, son ton doux mais empreint de sarcasme. Petit frère, je sais que tu aimes la musique, mais tu devrais trouver un vrai travail. Je pourrais te pistonner pour un poste d'assistant juridique. Un salaire décent pour commencer. Connor a souri, les yeux rivés sur son téléphone. Ellie, je pourrais t'apprendre à coder. C'est bien plus facile que de gratter une guitare. J'ai mordu ma lèvre, essayant de rester calme, mais mon cœur battait la chamade. Leurs mots étaient comme des couteaux, ramenant les souvenirs de mes 18 ans. Quand ils me poussaient à abandonner mes rêves. Maman a changé de sujet. Son ton était sérieux. Il faut qu'on parle de mamie. Elle ne peut plus vivre seule. Son Alzheimer s'aggrave. La semaine dernière, elle a oublié d'éteindre la cuisinière et a failli mettre le feu à la maison. J'ai regardé mamie, assise en silence, ses doigts traçant le cadre de la photo. Personne ne lui a demandé son avis. Personne ne l'a même regardée. Il parlait d'elle comme d'un problème à résoudre, pas d'un être cher. Papa a hoché la tête. Exactement. J'ai trouvé une maison de retraite en banlieue. Propre, moderne, abordable. Nous partagerons les coûts. Nathalie a accepté instantanément. Je suis partant. Je suis trop occupé pour m'occuper d'elle. Une maison de retraite est la meilleure solution. Connor a hoché la tête. Je pense aussi. Je suis à Albany. Ce n'est pas pratique pour moi de voyager. L'envoyer là-bas est le plus logique. J'ai serré mes poings sous la table, le sang me montant à la tête. Il parlait si calmement, comme si c'était évident, mais j'entendais l'indifférence. Personne ne voulait de la responsabilité. Personne ne considérait les sentiments de mamie. J'ai essayé de parler, gardant ma voix stable. Mamie ne veut pas aller en maison de retraite. Elle veut rester en famille. Papa m'a interrompu, le ton tranchant. En famille? La tienne, Ellie? Tu as à peine de quoi t'occuper de toi-même. Comment vas-tu t'occuper d'elle? Tu vis de quoi? Des pourboires de serveur. Nathalie a gloussé, se couvrant la bouche comme si j'avais dit quelque chose d'absurde. Ellie, petit frère, ne sois pas ridicule. S'occuper d'elle coûte de l'argent, du temps. Que as-tu à part cette guitare? Connor a ajouté, son ton plus doux, mais toujours moqueur. Je sais que tu l'aimes, mais sois réaliste. Tu ne peux pas gérer ça. Maman a soupiré, les yeux embués. Ellie, mon chéri, je sais que tu aimes mamie, mais tu ne comprends pas. S'occuper d'elle est un fardeau énorme. Il vaut mieux laisser faire les professionnels. Je me suis assis là, me sentant suffoqué. Chaque mot était un coup de poignard, creusant de vieilles blessures. Il ne me dénigrait pas seulement. Il rejetait mamie, la femme qui avait élevé papa, qui m'avait soutenu dans mes jours les plus solitaires. Mamie était assise là, silencieuse,
comme si elle n'existait pas dans cette conversation. Je l'ai regardé, vu ses mains tremblantes, et mon cœur s'est brisé. Je voulais crier, leur dire le manoir, l'hélicoptère, les 25 millions de dollars que j'avais gagnés. Mais je me suis retenu, non pas par peur, mais parce que je voulais agir, pas argumenter inutilement. Finalement, papa a conclu. Alors, c'est réglé. Nous l'enverrons à la maison de retraite la semaine prochaine. Je m'occuperai des papiers. Nathalie a hoché la tête. J'enverrai de l'argent chaque mois. Connor a ajouté. Je participerai aussi. Je les ai regardés, me sentant comme dans une pièce de théâtre où je ne connaissais pas mon rôle. Je me suis levé, ma voix tremblante, mais ferme. Je m'occuperai de mamie. La pièce est devenue silencieuse. Puis, papa a éclaté de rire, le ton dégoulinant de sarcasme. Ne me fais pas rire, Ellie. Si tu ne peux pas contribuer en argent, dis-le simplement. Nous n'avons pas besoin de ton aide de toute façon. Nathalie a secoué la tête, souriant. Ellie, ne sois pas délirant. Tu ne peux même pas t'occuper de toi-même, encore moins de mamie. Connor m'a regardé, son expression mi-apitoyée, mi-sceptique. Je suis resté là, le cœur battant, profondément blessé. Leurs mots n'étaient pas nouveaux, mais aujourd'hui, ils piquaient plus que jamais. Ils ne doutaient pas seulement de moi. Ils décidaient du sort de mamie sans son avis. J'ai regardé mamie, l'ai vue fixer la photo de papy comme si elle le cherchait dans ses souvenirs qui s'estompent. Je ne pouvais pas les laisser faire ça. J'ai pris une profonde inspiration, sorti mon téléphone, et j'ai appelé Lisa, mon assistante. Lisa, prépare l'hélicoptère. Amène-le sur le terrain près de chez mes parents maintenant. J'ai parlé fort, délibérément, pour que tout le monde puisse entendre. Ils m'ont regardé, puis ont éclaté de rire. Papa s'est tenu l'estomac. Un hélicoptère. Tu as perdu la tête, Ellie? Tu te crois milliardaire maintenant? Nathalie s'est couvert la bouche, gigotant. Petit frère, tu devrais écrire des scénarios de films au lieu de chansons. Tu aurais plus de chance. Connor a secoué la tête. Ellie, arrête de plaisanter. Sois sérieux. Maman m'a regardé, inquiète. Ellie, tu vas bien? Tu sais ce que tu dis? Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé mamie et souri. Mamie, je vais te montrer quelque chose d'incroyable. Elle m'a regardé, ses yeux étaient troubles mais avec une légère étincelle, comme si elle sentait quelque chose. Je me suis levé, j'ai pris ma veste. Vous pouvez tous rire, mais dans un instant, retrouvez-moi sur le terrain. Je suis sorti, le cœur battant d'un mélange d'excitation et de colère. Je savais que dans quelques minutes, tout allait changer. Je me suis tenu sur le terrain de sport à quelques pâtés de maison de la maison de mes parents, où les enfants jouaient habituellement au basket et au football le week-end. Le vent d'octobre coupait l'air, vif et froid, mais je ne ressentais rien d'autre que l'adrénaline qui pompait dans mes veines. J'ai regardé ma montre. Lisa, mon assistante, avait confirmé que l'hélicoptère arrivait d'un aérodrome privé à 20 minutes de Buffalo. J'imaginais le rugissement du moteur, le Bell 407 noir et élégant atterrissant, et les visages stupéfaits de ma famille. Après des années d'être dénigré et moqué, c'était le moment de faire mes preuves. Pas pour me vanter, mais pour protéger mamie, pour leur montrer que je n'étais pas l'échec qu'ils pensaient. 30 minutes plus tard, comme un morceau de jazz atteignant son apogée, le son d'un moteur résonnait au loin. Il a commencé comme un faible bourdonnement, puis s'est amplifié comme le battement de cœur du ciel. J'ai levé les yeux et j'ai vu l'hélicoptère apparaître, brillant sous le pâle soleil. C'était un chef-d'œuvre, un corps noir brillant, des rotors puissants qui tournaient, dégageant force et majesté. Il a atterri sur le terrain, le souffle des rotors soulevant la poussière et les feuilles sèches, créant un petit tourbillon. Les enfants à proximité ont arrêté de jouer, la bouche grande ouverte. Je me suis tenu droit, les mains dans les poches, essayant d'avoir l'air calme, mais mon cœur battait comme s'il allait exploser. Ma famille s'est précipitée hors de la maison, attirée par le bruit. Papa a mené le chemin, le visage rouge, marmonnant, « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Maman a suivi, se tenant la poitrine, les yeux écarquillés. Nathalie, toujours dans son tailleur élégant, s'est figée à mi-chemin, son téléphone lui échappant des mains. Connor s'est tenu stupéfait, ses écouteurs tombant sur son cou,
la bouche ouverte. Et mamie, soutenue par maman, a regardé l'hélicoptère avec un mélange de surprise et de confusion. Je me suis approché, j'ai pris sa main. Mamie, je t'ai dit que je te montrerais quelque chose d'incroyable. Elle a souri faiblement, murmurant, Ellie, est-ce toi? J'ai hoché la tête, les yeux piquants. Je me suis tourné vers ma famille, ma voix calme mais ferme. Tout le monde, montez dans l'hélicoptère. Je vais vous montrer autre chose. Papa a ri bruyamment, mais c'était un rire nerveux. Ellie, tu as loué ça? Où as-tu trouvé l'argent? Arrête de plaisanter. Nathalie est intervenue, la voix tremblante. Petit frère, louer un hélicoptère coûte une fortune. Comment as-tu pu payer ça? Qui est derrière tout ça? Connor a murmuré. Ellie, c'est ton hélicoptère? Maman m'a regardé inquiète. Ellie, ne fais rien d'imprudent. Rends-le. Tu ne peux pas te permettre ça. Je n'ai pas répondu. J'ai juste ouvert la porte de l'hélicoptère où le pilote et l'infirmière attendaient. J'ai aidé mamie à monter, j'ai bouclé sa ceinture, et je me suis retourné. Papa, maman, montez. Nathalie, Connor, suivez en voiture. Je vous enverrai l'adresse. Mes parents ont échangé des regards, leur visage pâle, mais ils sont finalement montés, peut-être par curiosité ou par peur de perdre la face devant les voisins qui se rassemblaient pour regarder. Nathalie et Connor, toujours sous le choc, sont restés figés. Le pilote a démarré le moteur. Les rotors ont tourné furieusement, et nous avons décollé. Mamie s'est assise à côté de moi, me serrant la main, les yeux s'illuminant en regardant par la fenêtre. « Ellie, nous volons ?» demanda-t-elle, la voix enfantine. J'ai hoché la tête. « Oui, mamie. Je t'emmène voir Buffalo. » L'infirmière était assise derrière, souriant, vérifiant l'équipement médical pour s'assurer que mamie allait bien. J'ai regardé en bas et j'ai vu Nathalie et Connor se précipiter vers la BMW élégante de Nathalie. J'ai envoyé l'adresse du manoir à Connor par SMS. Alors que l'hélicoptère s'élevait au-dessus de la rivière Niagara, au-dessus des champs brumeux, et au-dessus du centre-ville de Buffalo scintillant de lumière, j'ai ressenti une inspiration surgir, comme lors de mon premier vol il y a des années. J'ai regardé mamie, l'ai vue sourire en désignant la rivière. Si beau, Ellie. Ton grand-père aimait cette rivière. J'ai serré sa main, les larmes me montant aux yeux. Ce moment valait tout ce que j'avais sacrifié au cours des 6 dernières années. Mais mes parents étaient différents. Ils étaient assis en face de moi, leur visage tendu. Papa a pris la parole, le ton sceptique. Ellie, où as-tu trouvé l'argent pour louer ça? L'as-tu emprunté? Je ne te tirerai pas d'affaire. Maman a serré la main de papa, inquiète. Mon chéri, dis la vérité. Que as-tu fait pour obtenir un hélicoptère? Tu t'es mêlé à quelque chose de louche? J'ai soupiré, me tournant vers eux. Papa, maman, je ne l'ai pas loué. C'est mon hélicoptère. Je l'ai acheté. Papa a ri bruyamment, mais ses yeux étaient mal à l'aise. Tu l'as acheté? Tu es fou? Tu es serveur. Comment peux-tu te permettre un hélicoptère? Maman a secoué la tête. Ellie, ne mens pas. Je suis tellement inquiète. Je n'ai pas argumenté. La vérité parlerait d'elle-même. L'hélicoptère a atterri dans le jardin du manoir, une magnifique maison de 3 étages avec un toit de tuiles rouges, de grandes fenêtres en verre, et des pommiers qui l'entouraient. Nathalie et Connor sont arrivés en voiture peu après, se garant devant le portail, leurs yeux écarquillés en découvrant la maison. J'ai aidé mamie à descendre, l'infirmière a suivi, et j'ai guidé tout le monde à l'intérieur. Le personnel se tenait à la porte, s'inclinant. « Bienvenue, monsieur et madame Bennett. » Papa a murmuré, « Qu'est-ce que c'est? À qui appartient cette maison? » Nathalie a haleté. « Ellie, tu as loué ça aussi? Tu fais un film ou quoi? » Connor est resté là, regardant autour de lui avec incrédulité. J'ai conduit ma famille dans le spacieux salon où un feu crépitait, projetant une lumière chaude sur les murs de couleur crème. Dans le coin, le saxophone de papy se tenait fièrement sur un support en bois à côté d'un système de sonorisation ultramoderne jouant doucement un saxophone dans la neige comme un salut du passé. Mamie a regardé le saxophone, ses yeux s'illuminant brièvement.
Raymond, a-t-elle murmuré. J'ai tenu sa main, souriant. C'est ça, mamie. C'est ta maison et la mienne. Mes parents, Nathalie et Connor, sont restés figés, comme s'ils étaient entrés dans un autre monde. Je me suis tourné vers la femme de ménage, une femme d'âge mûr avec un sourire professionnel. Anna, s'il vous plaît, demandez au chef de préparer un repas somptueux pour ma famille, et apporter du thé et des pâtisseries d'abord. Anna a hoché la tête. Oui, monsieur Elia. Je m'en occupe immédiatement. J'ai invité tout le monde à s'asseoir sur les luxueux canapés en cuir disposés autour d'une grande table en noyer. Mamie s'est assise à côté de moi, serrant toujours la photo encadrée de papy, son regard brumeux avec une touche de paix. J'ai fait signe à l'infirmière de rester à proximité, assurant le confort de mamie. Papa était assis en face de moi, son visage toujours pâle, les mains serrées alors qu'il essayait de comprendre ce qui se passait. Maman serrait son sac à main, ses yeux balayant la pièce, des peintures sur les murs au lustre en cristal étincelant. Nathalie a jeté un coup d'œil autour d'elle, son expression mêlant suspicion et curiosité. Connor était assis silencieusement, ses yeux fixés sur le saxophone. Anna a apporté un plateau de thé en argent, déposant des tasses de thé fumante et une assiette de biscuits beurrés que je savais que mamie aimerait. J'ai versé du thé pour mamie et je me suis tourné vers ma famille. S'il vous plaît, sentez-vous chez vous. J'ai quelque chose à partager. Papa s'est raclé la gorge, essayant toujours de maintenir son autorité. Ellie, qu'est-ce qui se passe? Où as-tu trouvé l'argent pour cette maison? L'hélicoptère? Tu as fait un prêt auprès d'un requin? Nathalie est intervenue, son ton vif. Ellie, sois honnête. À qui appartient cette maison? Que as-tu fait pour te permettre ça? Je suis avocate. Je sais que ce genre de choses n'est pas simple. Connor a murmuré quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Maman a serré la main de papa, regardant la pièce avec admiration. J'ai pris une profonde inspiration, me sentant comme me tenir devant la plus grande scène de ma vie. C'était le moment de m'ouvrir. Pas pour me vanter, mais pour leur faire comprendre. Me comprendre. Comprendre mamie. Comprendre le rêve dont ils se sont moqués autrefois. Je ne suis impliqué dans rien de louche, ai-je commencé, ma voix calme mais ferme. Depuis 6 ans, je vis de la musique. Je compose sous le pseudonyme Besno. Vous avez entendu le saxophone dans la neige à la radio. N'est-ce pas? Je l'ai écrite pour papy. Elle est devenue virale. Et à partir de là, j'ai signé des contrats avec des chanteurs, des groupes et des studios de cinéma. J'ai écrit pour des artistes à Nashville, Los Angeles, New York. Des chansons dans des publicités et des films, beaucoup sont les miennes. J'ai gagné plus de 25 millions de dollars grâce aux redevances et aux investissements. Cette maison, l'hélicoptère, le personnel. Je les ai tous achetés pour prendre soin de mamie. Le silence a envahi la pièce. La bouche de papa s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Maman s'est couvert le visage, les larmes coulant. Nathalie s'est affalée sur le canapé, murmurant « Impossible ». Snow, c'est toi. Connor m'a regardé, les yeux écarquillés. Ellie, tu l'as vraiment fait. Cette chanson, c'est toi qui l'as écrite? J'ai hoché la tête, désignant le saxophone. Tout a commencé avec papy. Il m'a appris à croire en la musique, à rester déterminé. Je l'ai fait grâce à lui et pour mamie. Papa s'est levé, a fait quelques pas, puis s'est retourné, la voix tremblante. Ellie, si tout ce que tu dis est vrai. Je suis désolé. J'ai toujours pensé que tu étais un rêveur, que tu échouerais. Je ne savais pas que tu avais fait tout ça. Il a baissé la tête, chose que je n'avais jamais vue. Maman s'est précipitée pour m'étreindre, sanglotant. Mon chéri, je suis tellement désolé. Je pensais que tu luttais, que tu n'avais pas d'avenir. Tu m'as rendu si fier. Je l'ai serré, sentant un poids s'enlever de mon cœur, bien que les années de dénigrement ne puissent être effacées en un instant. Nathalie, pour la première fois de sa vie, m'a regardé avec respect et non avec pitié. Elle a dit, la voix émue. Ellie, je n'aurais jamais pensé que la musique puisse faire ça. J'ai toujours vu ça comme un passe-temps. Je pensais que tu échouerais comme tant d'autres. J'avais tort. Tu es incroyable. J'ai souri,
hochant la tête. Je ne vous en veux pas, Nathalie. Je voulais juste faire ce que j'aime et prendre soin de mamie. Connor était différent. Il s'est levé, s'est approché du saxophone et l'a touché comme s'il était un trésor. Ellie, dit-il, la voix étranglée. Honnêtement, j'ai toujours voulu poursuivre la musique aussi. Je joue de la guitare, mais j'avais peur. Peur des critiques de maman et papa. Peur d'être moqué comme toi. J'ai choisi la technologie pour la sécurité, mais je ne suis pas heureux. Je l'ai regardé, me voyant il y a 10 ans, et je me suis approché, posant une main sur son épaule. Connor, si tu le veux vraiment, je t'aiderai. La musique n'est pas facile, mais si tu es passionné, je serai là pour t'enseigner comme papy m'a enseigné. Connor a hoché la tête, les yeux rouges, et pour la première fois, je l'ai vu sourire sincèrement. Anna est revenue, annonçant que le dîner était prêt. J'ai conduit tout le monde dans la salle à manger où une longue table était dressée comme un festin royal. Nappe de soie blanche, bougies vacillantes, et un étalage élaboré préparé par le chef. Filet de bœuf Wellington, salade de homard, purée de pommes de terre avec sauce crémeuse aux champignons, et tarte aux pommes chaudes. Le plat préféré de mamie. Nous nous sommes assis et pour la première fois depuis des années, l'atmosphère familiale était intense. Mamie, malgré sa mémoire brumeuse, a souri en goûtant la tarte. Comme celle que j'avais l'habitude de faire. Je lui ai tenu la main, murmurant « J'ai appris de toi ». Le repas s'est passé avec des histoires. J'ai partagé plus sur mon parcours, les nuits blanches de composition, les rejets, les moments où je pensais abandonner. Mes parents écoutaient, hochant la tête de temps en temps, les yeux brillants. Nathalie a parlé des pressions de son cabinet d'avocat, admettant pour la première fois qu'elle se sentait dépassée. Connor a timidement partagé les chansons qu'il avait écrites en secret, et je lui ai promis de les écouter. Pour la première fois, nous avons parlé comme une famille, sans jugement. Après le dîner, mes parents, Nathalie et Connor se sont préparés à partir. Nathalie m'a serré dans ses bras, murmurant « Je suis fier de toi, Ellie ». Connor m'a serré la main. « Merci, mec. Je vais essayer sérieusement. » Mes parents m'ont serré plus longtemps. Maman pleurait. « Tu es notre fierté. » Ils sont montés dans la BMW de Nathalie, leur faisant signe alors que la voiture quittait le portail. Je suis resté là, regardant, me sentant à la fois soulagé et vide. Je me suis retourné pour découvrir que mamie avait été aidée dans sa nouvelle chambre par l'infirmière. Je suis entré et je l'ai vue assise près de la fenêtre, regardant le verger de pommiers. « Ellie, dit-elle, la voix frêle. Tu me rappelles ton grand-père. » Je me suis assis à côté d'elle en jouant au Sky for Grandma sur le système de sonorisation. Elle m'a tenu la main, souriant. À partir de ce jour, elle a officiellement vécu dans le manoir, soignée par une équipe dévouée d'infirmières, de chefs et de femmes de ménage. J'ai emménagé, veillant à ce qu'elle ne soit jamais seule. Chaque jour, je jouais de la musique pour elle, je lui racontais des histoires sur papy, et je l'emmenais me promener dans le jardin, même si sa mémoire s'estompait. Mais je savais au fond qu'elle ressentait toujours mon amour. Les mois qui ont suivi ont été les plus heureux de ma vie, bien que teintés de tristesse. Le manoir est devenu une véritable maison pour mamie et moi. Chaque coin était rempli de l'empreinte de l'amour et de la musique. Le matin, je me levais tôt pour me promener avec mamie dans le verger de pommiers. Elle aimait cueillir une pomme, même si l'infirmière la prévenait toujours de ne pas en manger par peur de maux d'estomac. Je veux goûter à la jeunesse à nouveau, disait-elle avec un sourire malicieux. Et je secouais la tête, lui tendant un petit morceau de pomme nettoyée. Je lui racontais des histoires sur papy, comment il jouait du saxophone à Greenwich Village, comment il riait à gorge déployée, se rappelant la fois où il avait été expulsé d'un bar pour avoir joué trop passionnément. Elle écoutait, parfois hochant la tête, parfois demandant « Raymond a fait ça ?» Je hochais la tête, sachant qu'elle pourrait l'oublier plus tard, mais son sourire, aussi fugace soit-il, était ma plus grande récompense. L'après-midi, je l'emmenais souvent dans la salle de musique où j'avais installé un système de sonorisation ultramoderne et exposé le saxophone de papy comme un trésor. Je jouais de vieux disques de jazz, Ella Fitzgerald, John Coltrane, Miles Davis, et elle s'asseyait dans son fauteuil, les yeux fermés, les mains balançant au rythme. Une fois, elle a chanté de manière inattendue au Summertime, sa voix faible mais claire, comme si ses souvenirs de jeunesse affluaient. Je me suis assis à côté d'elle,
grattant ma guitare, harmonisant avec elle, et j'ai eu l'impression que nous étions revenus à l'époque où papy était vivant. Ces moments étaient si précieux, j'aurais aimé pouvoir arrêter le temps, la garder dans mes bras pour toujours. Occasionnellement, quand le médecin disait qu'elle était en assez bonne santé, je l'emmenais en hélicoptère. Ces vols étaient magiques. Je préparais méticuleusement, m'assurant que l'infirmière et le pilote étaient prêts. Nous survolions Buffalo, le scintillant fleuve Niagara, les champs enneigés en hiver. Mamie était assise près de la fenêtre, les yeux illuminés, désignant en bas. Ellie, regarde, c'est si beau. Une fois, elle a pointé du doigt une petite maison et a dit, c'est là que Raymond m'a demandé en mariage. Je savais que c'était un vrai souvenir car elle se rappelait rarement les choses aussi clairement. Je lui tenais la main, murmurant, je sais, mamie. Papy t'aimait tellement. Ces vols ne l'aidaient pas seulement, ils m'inspiraient. Haut dans le ciel, regardant le vaste monde, je sentais de nouvelles mélodies affluer. Comme quand j'ai composé après mon premier vol il y a des années. Une fois, après l'avoir ramené, je me suis assis à mon bureau et j'ai écrit une nouvelle chanson, Above the Snow, au-dessus de la neige, pour un chanteur célèbre à Los Angeles, avec sa mélodie entraînante et ses paroles sur des souvenirs intemporels. Elle a rapidement grimpé dans le Billboard Hot 100. Chaque fois que je l'entendais à la radio, je souriais, pensant à mamie et papy. Ma famille a aussi changé. Après cette réunion tendue, ils ont commencé à prendre plus de nouvelles, sans le sarcasme ni la pitié. Maman appelait chaque semaine, s'enquérant de mamie et de moi. Ellie, tu vas bien? Comment va mamie? Je veux vous rendre visite. Nathalie envoyait des messages, ne me pressant plus de devenir avocate, mais me demandant des nouvelles de ma musique. Petit frère, ta nouvelle chanson est un succès. Je l'ai écoutée. C'est incroyable. Connor venait souvent au manoir, apportant sa vieille guitare. Une fois, il a timidement joué une chanson qu'il avait écrite, et j'ai vu son talent. Connor, tu devrais la soumettre, lui ai-je dit. Il a souri, les yeux brillants. Tu penses que j'en suis capable? J'ai hoché la tête. Absolument. Je vais te mettre en contact avec un label de disques. En le regardant, j'ai vu moi-même à 18 ans, plein de passion, mais effrayé. Je me suis promis de ne pas le laisser subir les critiques que j'ai endurées. Ce Noël-là, j'ai organisé une fête au manoir. Je voulais que la famille soit réunie, non pas pour me vanter, mais pour guérir les fêlures qui avaient persisté trop longtemps. J'ai demandé au chef de préparer un festin grandiose, dinde rôtie, pudding, et bien sûr, tarte aux pommes pour mamie. Le salon était décoré somptueusement avec un sapin de Noël imposant touchant le plafond, des lumières scintillantes, et un feu de cheminée chaud. La guitare de papy était dans le coin à côté de son saxophone, un rappel de son héritage. Mes parents, Nathalie et Connor, sont arrivés tôt, apportant des cadeaux et de sincères sourires. Maman m'a serré dans ses bras, murmurant, tu m'as rendu fier, Ellie. Papa m'a tapé sur l'épaule, la voix basse. J'avais tort. Tu es l'homme de la famille. Nathalie a apporté une bouteille de vin cher, riant. Tu m'as dépassé, petit frère. Connor m'a donné un vinyle de Charlie Parker, disant, Ellie, je veux apprendre de toi. Nous avons mangé, ri et parlé, et pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression que nous étions vraiment une famille. Mamie était assise à la tête de la table, portant une robe que j'avais achetée, souriant malgré des moments occasionnels de confusion. Je partageais des histoires sur papy et tout le monde écoutait sans interrompre. Après le dîner, nous nous sommes rassemblés autour de la cheminée dans le salon. J'ai pris la guitare de papy, sentant la chaleur de son bois vieilli, et j'ai joué le saxophone dans la neige. La pièce est devenue silencieuse, remplie seulement par les cordes résonnantes de la guitare se mêlant à la mélodie triste mais pleine d'espoir de la chanson. Papa a baissé la tête. Maman a essuyé ses larmes. Nathalie a tenu la main de Connor et mamie m'a regardé, ses yeux pétillants comme si les souvenirs de papy étaient revenus. Quand j'ai joué la dernière note, personne n'a parlé, mais j'ai senti l'amour dans l'air. Plus tard, Connor s'est assis à côté de moi, prenant timidement la guitare. Ellie, apprends-moi. J'ai souri, lui montrant les premiers accords. Mamie nous regardait en souriant. Ellie, toi et ce garçon ressemblaient tellement à Raymond. Je l'ai serré, sentant comme si papy était là avec nous. Ce moment avec la lumière du feu, la guitare,
et le sourire de mamie était l'image la plus parfaite que j'ai jamais vue. Mon histoire se termine ici, mais son message résonne. Rester fidèle à sa passion, même quand le monde tourne le dos, est la façon dont j'ai trouvé la lumière. Les liens familiaux, bien que jadis fracturés, peuvent être réparés par le pardon et l'amour. J'ai regardé mamie, vu des souvenirs scintiller dans ses yeux, et j'ai su que j'avais vécu comme papy le voulait. La musique, l'amour et la famille m'avaient guidé à travers le blizzard vers un endroit chaud appelé foyer.